Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On parlera de BTC dans un premier temps, surtout qu'il est sur un niveau assez intéressant. Donc ça va être le sujet principal de cette vidéo. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je compte faire, qu'est-ce que je veux voir tout simplement pour rentrer en position. On parlera d'Ether qui est un peu plus fort que le BTC ces derniers jours. Également les altcoins, notamment 3 altcoins que vous me demandez d'analyser. J'ai noté BGB, Osmo, KMNO. Et ensuite, on verra le marché US. Alors, le BTC qui enfin arrive sur un niveau qui m'intéresse. Alors attention, au niveau qui m'intéresse, ça veut pas spécialement dire je rentre en position n'importe comment. Ce qui est sûr, c'est que c'est un niveau de support, donc c'est un niveau où on peut s'attendre potentiellement à une réaction acheteuse. Maintenant, pour le moment, c'est beaucoup trop tôt pour vraiment parler de réaction acheteuse. On a bien enfoncé en H4. Pour moi, ici, je vois pas spécialement de reprise. L'idéal, c'est, bon, déjà, on a une prise de liquidité de ces deux creux. L'idéal, ça serait d'avoir ici une prise de ce creux ici et une réintégration. Ça serait beaucoup plus simple pour rentrer en position avec une invalidation qui est claire, qui serait sous le creux qui a chassé ce lot ici, puisque tout simplement le fait de chasser un lot comme ça, on déclenche des sell stop et à voir ensuite si on a une réaction acheteuse. Si on a une réaction acheteuse, c'est que ces sell stop qui ont été exécutés, et ben il y a eu en face une absorption, une contrepartie. Cette contrepartie, c'est tout simplement des acheteurs. Donc ça, c'est ce que j'aimerais voir. Donc ça, c'est le premier scénario. On a ici une prise de liquidité, réaction acheteuse, je rentre en position avec une zone d'invalidation sous ce creux-là. C'est pas parce que il se passe ça que c'est sûr à 100% qu'on va repartir to the moon et qu'il faut all-in. On a toujours une bonne gestion de risque. Moi, à partir du moment où je rentre en position, je ne contrôle plus ce que fait le marché. Les seules choses où j'ai le contrôle, c'est le risque que j'associe au trade, mon entrée, là où je mets mon invalidation et là où je mets mon TP. À partir du moment où je suis en trade, admettons comme cela, tout ce qui se passe ici, je ne le maîtrise pas. C'est pas moi qui contrôle et personne peut contrôler ce que fait le marché. Moi, comme je dis, j'ai le contrôle sur ma gestion de risque, mon entrée, mon stop loss et mon TP. Et ça sert à rien d'anticiper, ça sert à rien de passer sa vie devant le trade en se disant allez, est-ce que tu peux aller là? Non, ça sert à rien. Le marché, il décide de là où il veut à partir du moment où vous êtes rentré en position. C'est le marché qui décide tout simplement. Donc ça, c'est ce que je vais surveiller. Prise de slow là, réaction acheteuse. Maintenant, on est quand même sur un niveau de support. Si en H4, H1 ici, j'ai une pattern de retournement, un signal qui me montre comme quoi on a une réaction acheteuse, ça peut être ici on enfonce et ensuite on a assez rapidement une prise de liquidité, réintégration ou quelque chose qui me montre que ok, on a une réaction acheteuse. Idéalement, je pourrais me positionner également. Mais vraiment le meilleur setup, ça serait la prise de ce creux avec ici une réintégration. Donc c'est vraiment le niveau à tenir sur le BTC parce que si on commence à passer en dessous, il y a les 85 qui sont intéressants, mais on perd quand même le plus gros niveau. Pour moi, le plus gros niveau, il est ici. Puis après, si on retrace, en fait, jusqu'à à peu près 73 000 $, jusqu'à ce niveau-là, c'est compliqué d'avoir une bonne zone de localisation. Quand on trade, quand on investit, la chose la plus importante, c'est de déterminer une zone d'intervention. Une localisation pertinente pour rentrer en position. Vous voyez, c'est les points de repère, ça peut être des niveaux de support, ça peut être des moyennes mobiles, on en a plusieurs comme ça. Et si on commence à perdre les 92 000, comme je dis, on a ensuite alors 92 000 c'est une zone, on est entre pour être précis vraiment, enfin, précis large on va dire, entre les 91 et les 92 à peu près. Si on commence à perdre ce niveau-là, et après, il y a pas grand chose. Enfin, c'est pas qu'il y a pas grand chose, c'est juste que c'est compliqué à l'intérieur de cette zone-là de trouver une zone idéale. Alors on a le tunnel daily également que je surveillerai, mais ça reste quand même un niveau long terme, donc je vais pas me positionner en mode agressif n'importe comment dedans. J'aimerais bien voir une structure de retournement. Mais ouais, on n'a pas trop de niveau de support ensuite, donc ça va être compliqué jusqu'au 73 de se positionner. Quand c'est comme ça, quand on a une zone d'une amplitude assez importante quand même, moins 20%, on n'a pas spécialement de zone de support pour se positionner. Le mieux c'est déjà ne pas se positionner n'importe comment et d'attendre une structure, d'attendre un signal qui nous montre que ok, les acheteurs sont là. Admettons, on break ici, hop, l'idéal ça serait d'arriver dans un comportement de marché où on pousse à la divergence haussière, on a une pattern de retournement et un signal qui nous montre ok, on passe d'une dynamique baissière avec des creux des sommets de plus en plus bas à une phase de latéralisation qui break par le haut, on break, on pull back et là il peut y avoir un signal pour se positionner. Ça, vous voyez, si on fait quelque chose comme ça, c'est l'idéal. Mais à quel niveau on va le faire, c'est compliqué, puisque comme je dis, on n'a pas énormément de niveau de support. Ensuite, si on perd les 91 000 $, après la prochaine zone, c'est la TH.
Et par contre, ça c'est un niveau qui doit tenir. Si on commence à réintégrer, on pourrait se poser des questions d'un bear market et d'un retracement un peu plus profond, parce qu'une phase de latéralisation de 8 mois qui break par le haut, repasse en dessous de ce niveau-là, on serait quand même sur une assez grosse déviation, et ça serait pas bon pour la suite. Dans tous les cas, j'ai tourné déjà une vidéo qui parle de la suite, perspective et évolution sur le Bitcoin, avec potentiellement est-ce qu'on est en bear market, et surtout la zone d'achat que je surveille. Je vous invite à aller la voir. J'ai tourné il y a 2 jours la vidéo, donc c'est assez récent. Donc voilà, vous avez mon plan là-dessus sur Bitcoin. Ça change pas, hein, c'est un plan que j'ai évoqué il y a un moment, et mes plans je les change pas toutes les 2 heures. Hein. On n'est pas sur du scalping, hein, on est vraiment là sur du swing. Donc si je rentre sur cette position d'ailleurs, c'est une position que je vais tenir plusieurs jours, plusieurs semaines, ça dépend bien sûr comment le marché il évoluera. Donc voilà, moi j'attends le signal acheteur dans cette zone, et ensuite je prendrai mon trade avec le risque associé, chose que je n'ai pas encore. Maintenant, sinon BTC sur du court terme, comme je vous le disais hier, comme je vous le disais avant-hier, ces derniers jours, et ben on fait de la suite tendance, hein. C'est-à-dire qu'on met des moyennes mobiles. Donc là je suis vraiment sur du court terme. Comment sont les moyennes mobiles? Ici le 15 minutes est sous le 1 heure. Le 1 heure est presque sous le 4 heures. Globalement, sur l'intraday, on va plutôt chercher des shorts, parce qu'on a ici un top de marché, une phase de distribution, on rentre dans un range ici, un range précédé par une dynamique baissière, plus de chances de break par le bas, on refait ici un nouveau range, plus de chances de break par le bas, on refait un nouveau range, et encore une fois, plus de chances de break par le bas. Ici, on est vraiment dans un cas d'école, hein. C'est-à-dire, on pose un top, on break, on range à nouveau, on break, on range à nouveau, on break. Et c'est typique ici d'une tendance baissière. On le voit bien, les ranges ils sont très simples à dessiner, et dans ce genre de configuration, on fait la continuation de tendance. Et les pullbacks dans les moyennes mobiles, surtout le tunnel 15 minutes, sont des opportunités de short. Comme on avait eu ici, je vous avais partagé, ici on revient parfaitement chercher le tunnel 15 minutes, on a une prise de liquidité de ces creux ici, et rapidement un ravalement baissier. Vous voyez, ça c'est un signal vendeur, c'est-à-dire que quand on est ici, quand on est dans cette zone, on détermine notre zone de localisation, un point pivot daily, un tunnel 15 minutes, une zone pertinente. Quand on y va, ensuite, ce qu'on veut, c'est une réaction. Le but, c'est pas de se positionner n'importe comment. C'est-à-dire que moi, quand je suis là, je me dis pas, je vais short. C'est un peu trop tôt. Oui, j'ai un bon point de repère. Oui, on est sur résistance. Et oui, j'ai plus de chances d'avoir une réaction vendeuse. Mais je veux la voir, cette réaction vendeuse. Je ne veux pas l'anticiper. Je veux pas être là en mode, ah, j'espère qu'elle va arriver. Non, je veux la voir. Et elle arrive. La réaction vendeuse, elle arrive, hop. Ah, si ça veut bien clôturer, allez, tac, 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 tac. Elle arrive à ce niveau-là. On a un ravalement baissier. À partir du moment où on a une réaction vendeuse, on sait déjà que, ok, là, ça nous montre que on a des vendeurs qui se manifestent. Avec un ravalement baissier, on englobe cette bougie impulsive. En plus, là, on avait quand même une mèche qui était qui représentait 50% de la bougie. Donc ça nous montrait quand même qu'on a une réaction vendeuse même à ce niveau-là, mais c'est trop léger selon moi, je préfère avoir une confirmation de cette manière-là. Et le fait d'avoir une réaction vendeuse comme ça, ça nous permet d'avoir tout simplement une zone d'invalidation. Une zone d'invalidation qui est au-dessus de ce sommet-là. C'est-à-dire que après ce genre de réaction vendeuse, on n'a aucun intérêt de revenir chercher au-dessus de ce sommet-là. Sinon, on sort de notre position, on accepte notre perte parce que c'est sûrement que c'était un piège et on va continuer par le haut. Donc voilà, maintenant qu'on dégringole autant, moi j'ai pas de setup qui s'enclenche, à moins de faire du scalping et d'être sur du beaucoup plus court terme, mais là dans ce genre de configuration, soit on a un rebond et on retourne chercher le tunnel 15 minutes, et on a à nouveau une réaction vendeuse où je pourrais me positionner, ça peut être dans les prochaines heures, ça peut être dans les prochaines heures, ça m'étonnerait parce que si on y va dans les prochaines heures, c'est qu'on a un fort momentum, et si on y va trop rapidement, je ne cherche pas des shorts sur un momentum trop haussier. L'idéal c'est aller chercher un point de repère en poussant la divergence haussière, en y allant, vous voyez, très doucement. Si on commence à y aller comme ça, je vais pas me positionner sur une bougie 15 minutes qui va peut-être faire un plus 3, plus 4% d'un coup, avec un momentum beaucoup trop fort. Par contre, voilà, si demain, on a un tunnel 15 minutes qui baisse, on a, admettons ici, un point pivot daily, et qu'on fait quelque chose comme ça, oui, ça peut être ici une bonne zone pour chercher des shorts. Dans tous les cas, vous mettez des moyennes mobiles. Ceux qui trade sans moyenne mobile, vous regardez l'action du prix. Et l'action du prix, actuellement, il est comment? Il est baissier. Voilà, on note les sommets les plus importants. Sommet. Qu'est-ce que je vois? Mes sommets sont de plus en plus bas. Est-ce que je cherche des achats? Non, pas spécialement. Maintenant, on arrive sur un niveau de support. Donc attention quand même. Oui, je ne cherche pas des achats n'importe comment. Pour ceux qui cherchent des shorts, on arrive un peu trop tard, selon moi, parce que après avoir eu une impulsion baissière, une seconde, une troisième, une quatrième, on arrive potentiellement à la fin d'une tendance baissière. Je dis pas que c'est sûr et qu'on peut pas aller plus bas. Je dis juste que
on arrive quand même dans une tendance baissière qui s'épuise. Si je commence à mettre un MACD, déjà je le vois au niveau du cours, mais si je mets ici le MACD, on voit qu'on a une divergence haussière potentielle. Elle n'est pas encore validée, mais déjà on voit qu'on a un affaiblissement. Si on commence à valider cette structure en W, si idéalement là on a notre structure en W, ça peut être également un signal acheteur. L'affaiblissement, à ce niveau-là, affaiblissement vendeur, réaction acheteuse. C'est ça qu'on veut voir quand on se positionne comme ça sur des extrémités. Mais le signal, je le surveillerai surtout en 4 heures. On peut le prendre en 1 heure si on est agressif, mais ouais, en 1 heure c'est un peu trop juste selon moi. Je préfère avoir une confirmation de manière plus importante comme ça. D'où l'unité de temps, plus elle est importante, plus le signal est fort tout simplement. Voilà, vous avez mon plan sur le BTC, et comme je dis, ouais, c'est le niveau à tenir, c'est une bonne zone pour chercher des achats, avec surtout une bonne gestion de risque. Si on commence à perdre ce niveau, et ben dans toute cette zone-là, on verra comment le marché évolue, mais déjà, il y aura des opportunités de short sur de l'intraday, ça c'est sûr. Par contre, pour chercher des achats sur du moyen long terme, faudra attendre une bonne confirmation, parce que j'ai pas spécialement de gros points de repère, à part légèrement les 85 000, mais il est pas aussi fort selon moi que le niveau des 91 000 $. Voilà là-dessus sur le Bitcoin. Je vais passer à Ether qui est légèrement plus fort que BTC, mais vous voyez, on n'arrive pas à repasser au-dessus des 3400 $. C'est un pivot assez important. Là, on est en dessous. D'ailleurs, je peux changer de couleur. Je supprimer ça et ça. Ouais, c'est le niveau. Vous voyez, on a des tentatives de break, mais repoussées systématiquement par les vendeurs. Et, sur Ether, on est toujours à l'intérieur de ce range-là. Si je mets des moyennes mobiles, vous voyez, on se fait rejeter dans le tunnel 1 heure. Le momentum est beaucoup plus baissier quand même sur BTC que sur Ether, parce que sur BTC, on se fait rejeter dans le tunnel 15 minutes, alors que sur Ether, on se fait rejeter dans le tunnel 4 heures. Et on a un tunnel 15 minutes qui est assez plat, assez fin. Donc on voit que il y a une demande qui est un peu plus importante sur Ether. De toute façon, ça on le voit au niveau des inflows, hein, sur les derniers jours, on avait des inflows qui étaient négatifs sur le BTC, alors que si je regarde sur Ether, on a des inflows qui sont positifs. Maintenant la question c'est, est-ce que c'est possible avec un BTC qui dégringole à avoir un Ether qui performe? J'ai du mal à le croire quand même. Après ça se trouve il peut y avoir une altcoin season assez particulière, mais là-dessus j'ai vraiment du mal à le croire, parce que pour le moment, oui, on a des signaux intéressants sur du court terme, moyen terme sur Ether. Par contre sur du long terme, la charte ETH BTC reste bearish, hein. Et il faudrait idéalement, voilà, la zone, vous pouvez mettre votre point de repère. Si on commence à repasser au-dessus de ce niveau-là, on pourrait avoir un signal intéressant pour espérer avoir un Ether qui surperforme le BTC. Mais pour moi, c'est beaucoup trop tôt, hein. Là, on a des premiers signaux encourageants sur du court terme, mais sur du long terme, on n'a rien de concret. Donc, j'ai du mal à croire d'avoir un BTC qui va prendre, par exemple, un moins 15, moins 20%, et un Ether qui va faire du surplace ou prendre un plus 5%. Là-dessus, j'y crois moyen. Par contre, si on a un BTC qui stabilise, c'est-à-dire que là, on a une réaction acheteuse, on repart légèrement et on continue à range, bien sûr, on peut avoir un Ether qui performe et des altcoins qui suivent eux de leur côté. BTC et Ether, c'est fait. On analyse le marché US. Après, j'analyse vos 3 altcoins que vous m'avez partagés. Alors, S&P. Donc, S&P qui a passé son année 2024 à faire ATH sur ATH. On a ici été chercher nos extensions de Fibo. Hop, ici, tac, ouais, 118, 100% d'extension. Je vais être vraiment plus précis parce que ça peut faire un décalage assez important quand même. Voilà. Et actuellement, on consolide dans cette extension. C'est du classique, hein, qu'on fait comme ça des extensions. On a souvent ici une phase de consolidation entre les 118 100% d'extension. Vous voyez déjà 118, on y va parfaitement, on a une réaction vendeuse. 100%, on y va, on a une réaction vendeuse. Et actuellement, on est dans une phase de latéralisation. Si je mets des moyennes mobiles, on voyait bien qu'on avait un 4 heures qui était bien la tendance. Sur du plus court terme, on avait bien sûr le 1 heure et le 15 minutes, mais là, on voit qu'on rentre dans un range. Le 4 heures qui était bien orienté à la hausse, il est globalement neutre à ce niveau-là. Et de toute façon, rien que sur l'action du prix, on voit bien qu'on est bloqué entre deux bornes. Alors maintenant, un range comme ça, précédé par une dynamique haussière, plus de chances de break par le haut, mais voilà, soyez quand même méfiants. Maintenant, pour le marché crypto, on aimerait bien voir un S&P qui fait ATH sur ATH, parce que bien sûr, le marché crypto se comporte beaucoup mieux quand on a un marché US comme ça qui est bullish. Donc ouais, S&P globalement, on est globalement neutre. Après classique, hein, si on perd le 4 heures, faudra surveiller le tunnel daily qui fait office de support depuis un moment. C'est un point de repère très pertinent. Et si le tunnel daily casse, faudra surveiller le tunnel 3 jours. Maintenant, on serait quand même sur des bonnes baisses, hein. Tunnel 3 jours en général, c'est moins 20%. Après moins 20%, c'est un niveau assez important sur le S&P pour ceux qui hésitent à se positionner, hein, sur le S&P, parce que je veux bien comprendre qu'on est comme ça sur un marché qui est aussi haut, c'est pas facile. Commencer à rentrer en position après un moins 20,
20%, ça commence à devenir intéressant, parce que c'est un niveau psychologique important. Chez eux, quand on fait un moins 20%, on rentre en bear market. C'est-à-dire qu'ils se basent pas sur une dynamique baissière, ils se basent pas sur d'autres métriques, c'est ok, on fait un moins 20% depuis le point le plus haut, on est en bear market. Et souvent, les phases de moins 20%, c'est des niveaux où on bottom, parce que du coup, pendant que la plupart des gens qui se disent que ça y est, c'est un bear market, bah, il y en a qui profitent pour accumuler. Donc voilà, ici, moins 20%, on a été plus bas, bien sûr, mais globalement, ouais, c'était le bottom. Si je regarde crash Covid, moins 30%, ici, on a une baisse de combien? Ouais, pile poil, moins 20%, vous voyez, tout le monde crie au bear market, c'est la fin. Hop, on repart tout de suite. De toute façon, point de repère à long terme, hein, sur le S&P, hein, tout ce qui est tunnel daily, tunnel 3 jours, c'est des points de repère pour de l'accumulation long terme. Après, si vraiment on doit poser un gros top long terme, ici, je trace un Fibo. Notre zone de rechargement, là, 0,118, 0,786, c'est une bonne zone de support. Puis après, historiquement, des moins 30% sur le S&P, c'est des très bonnes entrées sur du long terme. Je dis pas qu'on va y aller, hein, je dis juste c'est au cas où, pareil, on planifie sur le long terme des niveaux d'intervention pertinents. Nasdaq, bon, Nasdaq c'est un peu similaire. On rentre dans un range, on a toujours des moyennes mobiles quand même orientées à la hausse, dégradation court terme, mais dynamique haussière sur du long terme, ça change pas. Puis après on a toujours une charte qui ressemble assez fortement à celle du S&P. Pareil, si je trace un Fibo, on a de grandes chances d'être dans notre phase d'extension. Ouais, ici entre 1,118 100% d'extension, un peu de retard comparé au S&P qui est au niveau des 100% d'extension, mais on est dans cette zone. Et pareil, hein, vous voyez, 1,118 pile poil, on a une bonne réaction vendeuse. Maintenant, c'est la charte de l'indice du dollar hein, qui fait peur. Le fait d'avoir break ce range par le haut, le fait d'avoir un indice du dollar fort, bah c'est quand même un signal plutôt bearish pour les assets à risque, hein, les risk off. Donc ça serait bien d'avoir une réintégration. Maintenant ici on a break pullback hein, et on n'a pas réintégré. Donc techniquement, je peux mettre une zone de rechargement de short. Faudra voir comment on se comporte au niveau des 1,118 dans cette zone de déséquilibre. Mais là, sortir de cette phase de latéralisation qui a commencé depuis 2023, ça nous montre qu'on a quand même un signal assez puissant. Donc maintenant, est-ce qu'on peut avoir... Il y a déjà eu des phases où on avait quand même une phase de corrélation, où on avait un marché risk-on qui était en hausse et un indice de dollar qui était également en hausse. Ça arrive quand même assez rarement, mais historiquement, il vaut mieux avoir un indice du dollar qui est baissier pour avoir des cryptos qui performent bien. Alors, les altcoins que vous me demandez d'analyser. J'ai BGB. Le problème, c'est que cette crypto-là, c'est to the moon. Donc, déjà, la question classique, pourquoi vous êtes au courant de cette crypto? Pourquoi vous voulez que j'analyse cette crypto? La majorité, c'est parce que vous en avez entendu parler, et si vous en avez entendu parler, c'est beaucoup trop tard. Est-ce qu'on peut se positionner sur une charte comme ça? Sur une crypto qui est passée de 50 centimes à ici 8 $, qui est sur un x16, et voilà, c'est beaucoup trop tard, même plus, là j'ai pris plus bas, mais globalement, si je prends la moyenne, 50 centimes, voilà, on est sur un x16, voire plus bas pour ceux qu'on a acheté en 2023. Est-ce que c'est professionnel de se positionner sur une charte comme ça? Non, c'est impossible de se positionner là-dessus. Moi, je peux pas. Si vous rentrez ici, à ce niveau-là, votre zone d'invalidation, vous la mettez où? Là, on est en weekly, hein, je suis pas sur du court terme. La plupart des gens, leur zone d'invalidation, c'est 0 $. C'est-à-dire, ils hold jusqu'à la mort. Je ne coupe jamais ma position, je hold. Ok. Bah, si c'est le cas, faut au moins avoir un restaurant de 2 pour 1. 2 pour 1, ça t'emmène une target vers les 18 $. Est-ce que c'est une target réaliste? On peut y aller. Mais est-ce que, d'un point de vue probabilité, associée à ta gestion de risque et à ce trade-là, c'est pertinent de prendre ce trade? Absolument pas. Donc, on se positionne jamais sur une charte qui est autant verticale. Alors, je vais tracer un Fibo. Vous voyez. Hop. Et ça se trouve, ça fera comme Tao, ça fera comme d'autres cryptos que j'ai déjà partagé quand on était sur des charts verticales comme ça. Bah, la zone professionnelle, sur le BGB, c'est entre les 3,3 et les 1,9 $. Je ne sais pas si on va y aller, je sais juste que si on y va, c'est une bonne zone de localisation. Et techniquement, je préférerais même patienter et avoir un repli. On revient chercher ce niveau de support. On sera en plus sûrement au niveau des 0,186. Ouais, ils sont un peu plus bas. Mais moi, je préfère attendre, me positionner sur des grosses baisses quand le marché, plus personne n'en parle, quand tout le monde est dégoûté, plutôt que de me positionner ici. Là, il n'y a rien à faire. Par contre, alors là, pour de la continuation de tendance, ça c'est une charte qui est parfaite. Ça, vous voyez, on met des moyennes mobiles, et quand on a comme ça des moyennes mobiles orientées à la hausse, tous les pullbacks, 15 minutes, on perd le 15 minutes, grande chance de revenir chercher le 1 heure, c'est des opportunités d'achat. Vous voyez, ça, des opportunités d'achat. Ici, on perd le 15 minutes, 1 heure. 1 heure, c'est reparti, tac, à nouveau, 15 minutes, on perd le 15 minutes, 1 heure. Si on perd le 1 heure, 4 heures. Mais ça, c'est une altcoin qui est forte, et vaut mieux se concentrer sur des altcoins comme ça, que se positionner sur d'autres cryptos, et juste prier. Non, vous positionnez là où il y a du momentum, là où il y a du flux.
C'est là la différence entre du trading court moyen terme et du trading investissement long terme. Sur l'investissement long terme, on se positionne sur un actif qui est sous-évalué lorsqu'il est proche des niveaux de bottom, lorsqu'il est dans des phases d'accumulation. On se positionne, on cherche à se positionner, ouais. Et en fait, voilà, 2 points importants. La valeur, le momentum. Hop, le momentum. La valeur, c'est vraiment ce qu'on se concentre sur de l'investissement long terme. On va pas chercher à trader la valeur sur du scalping, sur de l'intraday. Par contre, sur du court moyen terme, on veut se positionner là où il y a du momentum. Parce que quand on se positionne sur la valeur, on a vraiment une vision long terme et on peut immobiliser notre capital pendant des semaines, pendant des mois, voire même pendant des années. Quand on trade le momentum, on veut que ça parte. Et on peut couper rapidement. Parce que si on a une perte du momentum, le but c'est pas d'holder ici une crypto qui va faire ça. Donc c'est là la différence. Ici, investissement long terme, voire trading long terme. Ici, trading beaucoup plus court terme. Mais voilà la vision que vous devez avoir sur ce genre de chart. On m'a demandé Osmo. Je vais juste prendre la chart d'Osmosis. Alors Osmo, on est sur un niveau de support. En plus j'avais check la chart il y a pas très longtemps. On est sur un niveau de support. Globalement ici on a trouvé une petite zone de demande. C'est caractérisé par cette pattern de retournement, cette plus grosse pattern. Donc là ça nous montre quand même que on a une réaction acheteuse et on est dans une zone où la demande essaye de surpasser l'offre. Maintenant c'est dommage qu'on a réintégré, mais on revient chercher un niveau de support. Idéalement, si on a ici une prise de liquidité, réintégration, il peut y avoir un setup d'achat. Dans tous les cas, on est sur des gros niveaux de support. Donc après, est-ce que vous avez des convictions dans le projet? Est-ce que c'est un projet qui vous intéresse ou pas? Si oui, c'est des bonnes zones de localisation. Sinon, vaut mieux attendre de repasser au-dessus de ces niveaux-là, proposer une pattern de retournement. Et si on ne réintègre pas, on pourrait ici être dans un flux haussier. Maintenant, si je regarde les moyennes mobiles, ouais, on n'est pas vraiment repassé au-dessus, légèrement, mais pas avec un fort momentum. Ouais, ce qui manque, c'est passer au-dessus des moyennes mobiles et les tenir. Et là, on n'a pas réussi à les tenir. Donc oui, la zone de localisation, elle est bonne. Vous voyez, là, c'est là la différence de trader la valeur et le flux. Là, on va plutôt s'investir sur de la valeur si on estime que Osmo est sous-évalué. Par contre, quand on a quelque chose comme ça, on se positionne tout simplement sur du momentum. On va pas commencer à acheter sur du long terme Osmosis après un x7. Non, pareil, on prend notre Fibo, on prend le point le plus bas, le point le plus haut, et voilà, la zone 0,886, c'est une bonne zone d'intervention pour se positionner sur du long terme. Voilà pour Osmosis, et la dernière photo, KMNO, que je ne connais pas ça me parle pas du tout. Je vais regarder si j'ai plus d'historique. KMNO. Oula, mes yeux. Hop. Non, je vais pas avoir plus d'historique. Ok, donc ça a été lunch à ce niveau-là. Alors bon, déjà c'est une crypto qui est pas lunch sur Binance, ça c'est un point important à prendre en compte. Après, on a une capitalisation quand même qui est assez élevée. Après, il y a l'air d'avoir un problème de circulating supply, donc méfiance sur le market cap. Donc ouais, donc à prendre à se renseigner sur la tokenomics. Là, les données de CoinMarketCap, on va dire, ne sont pas fiables. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, d'un point de vue technique, on a quand même eu une bonne performance ici depuis août. On est quand même sur un x7. Pareil, chart vertical, on cherche pas à se positionner sur ce genre de chart. On trace un Fibo, on a perdu la zone des 0,382. Vous voyez, c'est là où souvent je vous parle de break et d'acceptation. Ici, on a un break sur cette bougie-là. Et là, on a de l'acceptation. Parce qu'on a une tentative de réintégration, échec, avec une mèche ici, et clôture dans le rouge. Donc là, on a de l'acceptation. Perdre comme ça les 0,382, en général, on a de grandes chances de revenir chercher les 0,68 de Fibonacci. C'est un premier niveau qui est intéressant. En plus, d'un point de vue action du prix, on est sur une bonne zone, chiffron psychologique des 10 centimes de dollars, et ici, on revient chercher ce niveau de support, la zone d'imbalance également de cette bougie impulsive. Donc s'il y a une zone à surveiller, c'est celle-ci. Après, si on doit aller plus bas, on a notre ligne de coup ici, qui n'a pas été retestée, qui peut être intéressant à surveiller si les 0,118 ne tiennent pas. Vous voyez comment on cherche à se positionner étape par étape. Je ne cherche pas à acheter n'importe où. Je trace des niveaux. J'ai les 0,118 et j'ai cette ligne de coup. Je ne sais pas si on va y aller. Si on y va, je vais avoir une réaction acheteuse potentiellement pour me positionner. Après, ça dépend toujours de votre manière de faire. Si vous estimez que c'est un excellent projet, que vous avez lu le white paper, vous êtes renseigné sur la team, vous avez lu la roadmap, vous avez poncé le projet et vous vous dites waouh, ce projet-là, c'est le futur, et vous avez confiance en votre analyse, et ben vous n'avez pas spécialement besoin d'attendre une pattern de retournement. Vous pouvez être beaucoup plus
agressive dans votre manière de faire, et mettre par exemple un ordre en attente d'être exécuté ici, un ordre ici, et le risque c'est par contre on vous exécute et on continue à baisser. Mais ça dépend bien sûr de vos convictions. Si vos convictions sont bonnes et votre analyse est bonne, fondamentalement parlant je parle, et ben c'est un projet qui techniquement aura des chances de faire un nouvel ATH si vous pensez que c'est un bon projet, qu'il y a de la demande, que la tokenomics est bonne, etc. Mais ce qu'il faut retenir c'est on se positionne niveau par niveau, étape par étape, on cherche pas à se positionner n'importe où. Voilà pour Camino et voilà pour cette analyse du jour. J'ai pas grand chose à ajouter moi de mon côté. Je vous ai dit qu'on est sur une bonne zone sur BTC, à voir la réaction acheteuse, à voir comment le marché se comporte, mais plutôt ici une zone où on va chercher des achats, bien sûr toujours avec une bonne gestion de risque. Je vous laisse avec ça, rien d'autre à ajouter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.